Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Auditeurs de Tranche de vie, aujourd'hui, nous sommes dans le Val de Tardoire, à proximité de la frontière de la Dordogne et de la Charente, à l'est d'Angoulême, et nous allons à la rencontre de la mielerie de Franck Judet, et qui a accepté de nous montrer son installation et de nous expliquer tout ce qui concerne la fabrication, la production du miel et sa vente. Franck, bonjour, merci de vous adresser et d'accepter de parler à la Radio Libre en Périgord. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement un petit peu quelle est l'histoire de votre mielerie ? Tout d'abord, bonjour. L'histoire de la mielerie, j'ai commencé l'apiculture il y a maintenant une vingtaine d'années, comme ça, en petit amateur. Et avec mon ami, on a décidé de développer notre entreprise. Donc, on s'est fait aménager un beau bâtiment industriel. Donc pour avoir une façon de travailler assez correcte, moi je l'espère, pour des operculés et traiter et tout faire le traitement de notre miel, voilà, jusqu'à sa mise en pot. Donc ça a été une décision collective dans votre familiale. Familiale. Vous avez décidé de devenir apiculteur, de faire de l'apiculture votre activité principale ? Pas principale pour l'instant, mais pourquoi pas plus tard. Je suis plus actif, donc je suis salarié dans une entreprise angoumoisine, mais l'apiculture me prend une bonne partie donc de ce temps-là aussi, quoi, du moins de mon autre temps. Voilà. Et là, vous aviez déjà une activité d'apiculteur amateur, oui, tout au départ ? Tout à fait. Et depuis longtemps ? J'ai commencé l'apiculture en tant qu'amateur en 1995. Oui, vous aviez déjà quand même une certaine expérience. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a amené alors et madame, est-ce qu'elle est aussi, c'est vous qui l'avez convertie à l'apiculture ou bien est-ce qu'elle était déjà intéressée par cette activité ? Mais madame ne connaissait rien à l'apiculture, donc c'est monsieur qui m'a initié dans ce domaine-là, et c'est vrai que maintenant je m'y intéresse énormément. Qu'est-ce qui vous a déterminé pour passer du stade de l'amateur éclairé au stade presque industriel ? La partie technique, ça je la maîtrisais en tant que petit amateur à ma petite échelle. Donc il n'y a qu'à transférer avec un plus grand nombre de colonies, ça c'était pas un problème. Moi, ma grosse lacune personnelle, c'était la partie vente. Et Sophie, ma compagne, c'est là qu'elle maîtrise, qu'elle excelle complètement. Donc là on a dit, voilà, on se lance. Et pour ça, elle est championne à ce niveau-là, quoi, pour les ventes de miel. D'accord. Moi, personnellement, je ne suis pas vendeur de miel. Je suis producteur. Vous, c'est la technique et elle, c'est la gestion. Là, c'est ça. Très bien. Donc, vous êtes complémentaires, c'est bien. Votre installation, elle est très moderne. Là, je vois, on est dans une salle où il y a des machines très brillantes et ça a l'air d'être quelque chose de très moderne. Est-ce que ça correspond à... vous avez combien de ruches et quel est un petit peu... Vous pouvez nous donner une idée de votre production ? Au jour d'aujourd'hui, on a une centaine de ruches, on va dire ça comme ça. La production, on a fait à peu près 3 tonnes de miel l'an dernier. Ouais, à peu près. Non, mais c'est pas trop mal. Nous, on va pas trop se plaindre non plus. Mais avant d'être apiculteur, avant de produire du miel, nous d'abord, on produit des abeilles. On est éleveur d'abeilles. Comme un paysan, s'il veut faire du lait, il faut qu'il élève les veaux faut qu'il fasse reproduire les bestioles pour avoir des veaux, pour déclencher le système lactique pour une vache. Donc nous, c'est pareil, il nous faut des abeilles, donc on élève des reines. Voilà, on est éleveur avant tout. Après, on peut produire. Voilà. Alors ça demande quand même une connaissance approfondie des mœurs des abeilles, des variétés, s'il y a des variétés d'espèces.
Ça, vous l'avez appris sur le tas ou est-ce que vous avez eu quelqu'un qui vous a enseigné tout ça? Au départ sur le tas, après j'ai côtoyé quelques personnes qui m'ont appris énormément de choses. J'avais aussi laissé tomber pendant une année mon travail de salarié pour préparer un BP REA pour m'installer en apiculture. Donc j'avais fait ça au CFPPA de Venours, c'est à côté de l'Usignan dans la Vienne. Voilà. Donc là, vous êtes d'amateur éclairé, vous êtes passé industriel, mais en augmentant, en améliorant vos compétences théoriques par ces formations. Oui, plus ou moins quand même. J'ai appris pas mal de choses, surtout pour le transfert sur les gros volumes, on va dire. Voilà. Et après, avec mes acquis précédents, ça s'est bien complété. Et puis voilà, c'était parti, quoi. Il n'y a pas eu de souci. Est-ce que vous pouvez rappeler pour nos auditeurs quelles sont les étapes de la production du miel? Pour produire du miel, déjà, c'est développer des colonies qui soient aptes à récolter. C'est trouver les céréales ou les endroits qui sont propices à produire du miel, à récolter du miel. Donc après, il n'y a plus qu'à mettre les colonies, les suivre gentiment dessus. Mettre les eaux supplémentaires au bon moment quand on stocke le nectar, quand vous ramenez le nectar pour le transformer en miel. Et après, à la fin de la floraison, il n'y a plus qu'à récolter. Voilà. Alors, tout ça, c'est très beau, ça paraît très simple quand vous le dites, mais comment ça se passe pratiquement, étant donné tout ce qu'on raconte sur les difficultés que connaissent actuellement les apiculteurs, la disparition des abeilles, même il y a des bruits extrêmement alarmants qui courent. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu tout ça? J'ai pas fait Sciences Po. Moi, ce que je dis avec mon expérience personnelle, c'est qu'en traitant avec les produits homologués, donc avec des ordonnances vétérinaires, déjà on minimise l'impact sur l'abeille à proprement parler. Faut pas oublier que le produit miel, c'est un produit alimentaire. Moi, mes produits phytopharmaceutiques que je mets pour traiter contre la varroise, il n'y a pas de résidus dans le miel. Par contre, les produits non homologués qui rentrent chez certains apiculteurs, entre parenthèses, je dirais collègues malheureusement, ça on ne connaît pas. Est-ce que c'est réellement efficace sur la varroise? Moi, je ne pense pas. Alors là, vous parlez de la varroise, oui. C'est le principal ennemi à l'heure actuelle de l'abeille, mais c'est pas le seul. Est-ce que c'est vraiment de loin le principal? Il y en a d'autres, mais bon, lui, les vecteurs des autres maladies, je dirais légales de l'abeille, si vous voulez qu'on les nomme, il y a assez facile, c'est la nosémose, c'est la cariose, bon, on en a très rarement en Europe. Après, donc, vous avez les loques, l'américaine, donc pour le couvain fermé, et après, vous avez la loque européenne pour le couvain ouvert. Alors là, vous employez des termes qui sont ésotériques. Est-ce que ce sont des maladies proprement dites? Est-ce que ce sont des parasites? Ce sont vraiment des maladies, c'est dû à des bacilles. Viral, c'est des bacilles qui génèrent ça. Le problème de la varroise, c'est que c'est le facteur vraiment déclenchant et surtout aggravant du développement de ces maladies. Les maladies, y compris dont j'ai oublié aussi les mycoses, ces 5 maladies, on va dire, elles étaient depuis que l'abeille est abeille, elles les ont. Mais elles ont toujours su se défendre avec leur immunité, leur défense immunitaire. Mais le varroa qui lui a muté d'une autre abeille au début du XXe siècle, quand il est passé sur l'abeille domestique, avec les croisements, de variétés, avec les changements de continent, parce qu'on a fait des négoces de reines justement pour produire donc des abeilles. L'abeille de Chine qui produit la fameuse gelée royale en Chine, à la base c'est une abeille italienne. Elle a été emmenée là-bas pour produire l'abeille. Voilà. C'est en train de prendre une dimension mondiale là, et puis vous évoquez des choses. Alors, vous parlez de Chine. Est-ce qu'il y a des parasites comme le fameux frelon asiatique? Est-ce qu'il y a des parasites qui mettent vraiment en péril les élevages d'abeilles? Le frelon asiatique, je suis désolé de dire ça, mais lui, il va faire un petit peu les boueurs. Bon, il va se centraliser vraiment sur les ruches qui sont faibles. Sur des ruches importants, il va vraiment focaliser sur celles qui sont amoindries en abeilles. Et évidemment, si une personne a beau avoir 10 ruches dans le fond de son jardin, même tout au top, s'il y a 1 ou 2 nids autour, c'est sûr qu'elles vont être quand même relativement parasitées par ce frelon. Ça, c'est sûr. Lui, il faudra qu'il trouve à manger. Donc là, par contre, c'est lui qui va y faire du dégât. Mais normalement, le frelon, il fait vraiment office d'éboueur, entre parenthèses. Il ne va pas s'attaquer à des individus forts. Il va aller sur les faibles. C'est passionnant de vous écouter parce que là, vous remettez en place un certain nombre de choses en détruisant des idées reçues, des clichés, etc. Est-ce que
les abeilles à l'heure actuelle, est-ce que, comme on le dit ou comme on le lit, est-ce qu'elles sont vraiment en danger? Est-ce que vous avez constaté une diminution de vitalité ou une diminution le problème de nombre des abeilles? À ce niveau-là, c'est pas un faux problème, mais il y a quand même l'abeille a plus ou moins d'enjeux. Le problème, c'est qu'il y a en danger, c'est plus ou moins qu'il y a un problème au niveau de la biodiversité. On a des grandes parcelles qui font des quarantaines d'hectares en monofloral. Donc, elles vont avoir des carences dans les autres protéines qu'il peut y avoir alentour. Donc, si elles sont en plein milieu des champs, elles ne pourront pas prendre autre chose que ce qu'il y a. Donc là, ça va engendrer forcément des carences. Après, il y a les pollutions, on va dire, les pollutions dues aux échappements des véhicules et tout ça qui stagnent avec certains nuages, comme sur certaines villes, on le voit bien. Il y a des endroits, c'est sûr que ça ne doit pas être sympa non plus d'être apiculteur, je pense. Nous, on a encore de la chance pour l'instant. Combien de temps on l'aura, je ne sais pas. Mais Parce que vous considérez que vous êtes dans une région où il y a une variété suffisante dans les cultures pour que les abeilles, étant donné leur rayon d'action, arrivent à diversifier leur alimentation. Tout à fait, on peut dire ça comme ça, elles peuvent arriver à diversifier leur alimentation. C'est vraiment pas que du monofloral, il y a quand même une bonne diversité encore. Le rayon d'action moyen d'une abeille autour de sa ruche, c'est combien à peu près? L'abeille peut aller jusqu'à 6 km, mais on va dire qu'elle ne butine que jusqu'à 3 km maximum. Et même maximum, elle ne ramène pas grand-chose à la source. Si nous, apiculteurs, on essaye de faire un maximum, on ne va pas se voiler la face non plus, on est là pour gagner des sous. On est là pour faire un maximum, donc on va les mettre au plus près des parcelles. À 1 km, pour nous, c'est déjà trop loin. Donc si on peut les mettre carrément au bord du champ, si c'est un champ de tournesol, eh ben on va les mettre au bord du champ, en accord avec le céréalier. Voilà, c'est comme ça que ça va se faire. Parce que ce qu'elles récoltent leur sert de carburant. Ce qu'elles récoltent leur sert de carburant. En fait, il leur faut deux choses aux abeilles, c'est comme pour nous les mammifères, il leur faut les protéines d'un côté et le sucre de l'autre. Nous, le sucre, on le prend à travers le pain, les céréales et tout ça, et les protéines, donc nous, ça va être la viande, les œufs. Et bien l'abeille, son sucre, ça va être le saccharose qu'elle va récupérer, donc le fameux nectar qu'elle va transformer en miel, donc en deux principaux sucres, le glucose et le fructose. Et après, donc le pollen qui sera sa protéine, quoi. Donc c'est ce qui va lui constituer son corps, tout simplement. Vous avez parlé tout à l'heure de grandes étendues céréalières. Oui. Quelles sont vos relations avec ces grands producteurs de monoculture, enfin de ce qui devient presque des monocultures dans certaines régions, enfin qui en est effectivement de certaines régions des monocultures. C'est très délicat maintenant de prospecter, de demander à des céréaliers, parce qu'avec tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on a pu entendre, ils sont méfiants, il faut les comprendre. Leur demander de pouvoir installer vos ruches en limite de leur parcelle. Voilà, tout ça, aller contacter un agriculteur, un céréalier, lui demander est-ce que je pourrais mettre des ruches sur vos parcelles, par exemple de tournesol et de colza. Il y en a qui sont réticents et ça se comprend. Sa réaction immédiate, ça va être de dire oui, mais si vous avez une mortalité d'abeilles, vous allez me chercher des histoires. Comme vous dites oui, mais il y en a, c'est un non catégorique. Et vous savez, donc la région Poitou-Charentes en 96, on était la plus grosse productrice de tournesol, de graines de tournesol dues à la pollinisation par les abeilles, mais on était à l'apogée du fameux gaucho à l'époque, ça avait fait grand bruit. Moi, j'ai eu la chance de commencer, comme je disais tout à l'heure, en 95. Donc, 96, c'était ma première fois que je transhumais des ruches. J'étais chez des copains. Ils m'ont dit, on te prévient, c'est du gaucho. Je dis, moi, je m'en fiche. Je tente le coup. Et je traite avec des produits homologués. Je vois pas ce que ça ferait. J'ai pas perdu grand-chose. Si vous voulez qu'on rentre dans le détail, je peux juste vous expliquer ce que c'est. Il n'y en a pas pour longtemps. Le seul problème qu'on récolte pas, c'est le miella qui est dû aux acariens, les acariens, donc, ce qui gravitent sur les végétaux. Et donc ils sont tués par cette fameuse molécule du gaucho. Et c'est lors d'éjections qui sont censées être récupérées par les abeilles, ne le sont pas. Donc en fait, on se retrouve à l'époque avec des cadres de hausse, les cadres où on récupère le miel. Les cadres, ils étaient tout jaunes d'or, on va dire ça comme ça. Et la petite tache marron due au fameux miella récolté par les pucerons, à l'époque, on ne l'avait plus. On ne l'avait pas. Maintenant, c'est de retour. Alors ce miel-là, il est transformé par les abeilles ou Non, il est juste récupéré. Elle le transforme légèrement, mais il n'y a pas grand-chose à faire. C'est plus du stockage et de la déshydratation. Il faut juste 18% d'eau. D'accord. Donc pas plus. Là, il y a des plantes ou des arbres qui produisent plus de miel que d'autres. Et donc vous êtes obligé d'éviter Non, pas du tout. Vous avez le châtaignier produit du miel, donc c'est pour ça qu'on se retrouve des fois.
Le tilleul aussi, et c'est pour ça que les cristallisations de ces miels sont un petit peu anarchiques en fonction des années. Vous pouvez avoir le glucose qui va se stocker au fond, le glucose au fond, et l'autre sucre, Alors, le fructose se retrouve au-dessus, et le glucose se retrouve en dessous. justement, quand vous allez récolter et mettre en pot, Oui. quelles sont les manipulations qu'elles vous livrez pour avoir un miel homogène ou bien pour retirer toutes les meilleures qualités de tel ou tel type de miel? Déjà vérifier, donc nous qu'on va le récupérer, on va dire qu'on est en fin de floraison, il fait beau temps, donc on ramène tout ça à la mairie, on le met dans ce qu'on nous on appellera une chambre chaude. C'est une pièce, elle est à peu près, nous on la maintient à 32-34 degrés. Il faut savoir que dans une ruche, la température ambiante elle est entre 36 et 38 degrés. Donc on ne peut pas dire que le miel est chauffé. Voilà. Donc nous on maintient ça comme ça et on va mesurer, on a un appareil, ce qu'on appelle un réfractomètre, on va mesurer le pourcentage d'humidité. En moyenne, on va faire une petite moyenne. Et si on juge qu'il y a trop d'eau, on va mettre un absorbeur d'humidité pas comme à la maison, mais un truc un peu plus industriel. On va pomper l'humidité de nos cadres et on va isoler on va récupérer cette eau dans un récipient. Et après, donc, on va revenir 2-3 jours après, on revérifie ça. Et là, on peut commencer à extraire le miel. Donc après, on passe sur nos machines. Ça, c'est ce que vous faites, Voilà. parce que vous travaillez à une échelle qui est déjà industrielle. Mais il faut faire ça. Apiculteur, On faisait ça aussi à petite échelle. Vraiment? Oui. Et alors, comment ils peuvent procéder? Parce qu'ils n'ont pas votre équipement. Un monsieur qui a 3 ruches, il va pas... Il extrait tout de suite. Oui. Voilà, il extrait tout de suite, mais nous à la maison... Il va avoir un miel qui aura quand même une qualité différente des vôtres. Non, pas forcément. Non. Son miel peut être très très bon. Je vois pas pourquoi. C'est pas parce qu'il a 10 ruches que moi j'en ai un peu plus que son miel serait pas bon. Bien au contraire. Je dis. Il aura une teneur en eau, Non, humidité un petit peu supérieure. Pas forcément. Si. C'est pas compliqué. Faudrait vraiment vous le faire voir en visuel pour que vous compreniez bien. En fait, si vous prenez votre cadre, il est censé être operculé. En fait, vous avez une partie de cire. Les abeilles, elles ont mis une enveloppe à l'extérieur. Normalement, elles sont censées faire ça sur tous les cadres. Mais imaginons, vous prenez votre cadre, donc il est en position verticale, vous le mettez à l'horizontale et vous le secouez. Si ça goûte, effectivement, il y a encore trop d'eau. Mais si ça goûte plus en dessous, là, vous pouvez vous dire, le miel, il est mûr, il est bon à extraire. Là, vous pouvez y aller sans aucun risque. Alors, quand vous êtes à ce stade-là, qu'est-ce que vous faites? Vous centrifugez Pas encore. D'abord, il faut enlever les particules. Donc, soit au couteau, avec le couteau à désoperculer, soit la machine à désoperculer. Ça, c'est ce qui ferme les Voilà, donc on va enlever ce couvercle, on va l'enlever. Et après, effectivement, donc on passe dans l'extracteur, le fameux panier à salade pour enlever le miel des alvéoles, des cadres de cire. Et après, donc, tout ce miel, nous, on le centralise dans ce qu'on appelle un bac décanteur. Il y a un système de préfiltre avec des chicanes. Après, on le pompe, on le passe dans un petit mélangeur. Et après, on le refiltre vraiment très finement. Et après, on le stocke en maturateur, prêt à mettre en pot, je dirais. Voilà. Le miel, c'est un produit qui est relativement cher par rapport aux confitures. Oui. Oui. Est-ce que vous sentez, vous avez des difficultés dans la commercialisation de votre miel, et en particulier face à la concurrence de miel étrangers qui sont produits avec des coûts de main-d'œuvre moins élevés que les vôtres? Sans compter les intrants qui rentrent dedans. Oui, sans les intrants, sans le matériel. Si on parle du miel français, je vais encore me faire tirer dessus, mais c'est pas grave, moi j'assume mes propos. Du miel doit rester du miel, c'est pas de l'or. Faut pas exagérer non plus en disant j'ai fait un miel exceptionnel, il va valoir 25 € le kilo. Non, c'est pas ça. Il y a des cours. Il y a des endroits où on trouve les prix au niveau des négoces du miel, faut se renseigner. Et non, un miel, c'est un miel à 20 et quelques € le kilo, mais quelle peut être sa variété? Moi, je me pose la question, même moi, c'est pas justifié. Il y a des miels qui atteignent ce Il y en a qui le vendent à ce prix-là, mais... Dans certains pays, il y a des miels qui sont très chers. Moi, je me souviens du prix du miel en Arabie Saoudite, par exemple, c'est... Oui, mais pour produire... Vous avez vu comment ils le produisent en Arabie Saoudite, même en Algérie, comment ils le produisent? Ils font des tranchées. Déjà, c'est pas les mêmes variétés d'abeilles que nous. Parce que nous, on va dire qu'on a 5 grandes variétés pour faire du miel en Europe.
On va dire ça comme ça. Mais eux, c'est pas ces abeilles-là. Eux, ils ont, justement, vous parlez d'Émirats arabes. Eux, je pense qu'ils doivent travailler avec de la syriaca. C'est une abeille, elle est toute petite, elle est toute noire, elle est hyper méchante. Et donc, eux, ils sont obligés de faire des grandes tranchées pour les abriter au niveau des oasis et tout ça, pour qu'elles aillent butiner, donc là où il y a des plantes. Mais ils font des grandes tranchées dans le sol. Et les ruches, moi, c'est des espèces de bouts de tronc d'arbre, je m'étais renseigné là-dessus. Ils sont enquillés, du moins, dans les côtés de ces tranchées, pour qu'elles soient au frais. Moi, au frais, façon de parler, il fait encore 30 degrés dans la ruche, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Voilà, quoi. Bon, là, c'est d'accord, mais nous, en France, un miel, non, il doit avoir le prix qui est normal, faut pas, non, c'est pas du pétrole. Non. Enfin, malgré tout, est-ce que vous sentez la concurrence de pays gros producteurs comme la Chine, par exemple, si on parle toujours du miel chinois Moi, je peux répondre à ça. Moi, je commercialise le miel, donc soit sur des marchés en direct, ou soit par des intermédiaires qui sont quelques supermarchés sur notre secteur. Ça va dépendre de la clientèle, sincèrement. Vous avez la clientèle qui vont nous dire qu'on est cher, effectivement, et qui vont préférer prendre du miel chez un supermarché, mais on ne sait pas d'où il vient. Et là, c'est dramatique parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils achètent. Parce que sincèrement, vous pouvez regarder, c'est beaucoup du miel hors Union européenne. Oui, mais c'est de celui-ci dont Et je parle, évidemment. Et celui-ci, c'est vrai qu'il n'est pas cher, mais il est très mauvais. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Les préparations attention. Base de miel, préparation base de miel. Voilà, ça c'est important. Quand vous dites on ne sait pas ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il peut y avoir du sucre Ah oui, par exemple, je pense, je sais pas. C'est point d'interrogation. Moi, je garantis le mien. Il n'y a pas d'ajout. D'ailleurs, c'est des questions habituelles que nous avons sur les marchés aujourd'hui et pour les visites de mieleries que nous faisons tout l'été. La question si votre miel est vraiment naturel. La question récurrente est vous n'avez pas rajouté de sucre. Alors là, je leur explique non. Venez à la miellerie, on va vous expliquer ce qu'on fait. On va vous expliquer ce qu'on fait et je ne rajoute rien. Voilà, c'est la démarche, enfin, c'est la plus naturelle qu'on peut faire sur le miel. Mais effectivement, si vous regardez certains miels, c'est plutôt affolant, effectivement. Oui. Est-ce que, alors là, on revient à ce dont on parlait tout à l'heure avec Franck, est-ce qu'il y a des résidus de pesticides dans les miels? Dans des miels, oui. Et qui peuvent présenter un danger pour la santé Je pense que oui, parce que moi j'ai des clients qui viennent me voir et leur préoccupation est de savoir ce qu'il y a dans le miel. Donc je pense que oui, ils ont dû avoir quelques surprises, je pense, quand ils ont acheté certains miels. Donc, ils arrivent. Je crois qu'il aurait fallu prévoir deux séances au lieu d'une. C'est pas grave. Est-ce que vous allez pouvoir dire un petit peu à nos auditeurs quelle est la gamme de vos productions et puis un peu entrer dans le détail des différentes qualités de miel suivant leur provenance. Comme expliquait Franck, donc nous on transhume les ruches pour pouvoir avoir de la variété au niveau des miels. Donc nous avons donc au printemps donc nous les mettons sur les premières fleurs de l'année qui sont les premières fleurs de l'année donc c'est qui va nous faire notre miel de printemps, c'est du colza, c'est les arbres fruitiers, c'est les asphodèles. D'accord, c'est ça le miel de printemps. Le miel de printemps, c'est ça. Après, nous les transhumons donc une deuxième fois. Nous allons les mettre sur l'acacia quand on a le bonheur de faire un peu d'acacia. Par la suite. Pourquoi l'acacia, c'est un gelé, miel qui a une qualité particulière qui est très 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 apprécié des acheteurs. Voilà, qui est un miel très très doux et qui reste liquide. Donc voilà pourquoi il est très apprécié par les consommateurs. Après, elles vont nous faire du châtaignier. On les laisse sur le même lieu. Elles nous font du châtaignier. Un miel très coloré. Là. Très coloré et très fort, avec un goût très amer à la fin. Parfois, il arrive que le châtaignier est un peu coupé de ronces, de fleurs de ronces. Ah oui. Hein, voilà. Ce qui, des fois, donne l'aspect au châtaignier un peu plus doux et un petit peu plus clair. Ça nous arrive des fois, sur des années, d'avoir un peu les deux. Nous avons le miel de tilleul, que nous faisons en petite production. Le miel de tilleul, la particularité, c'est qu'il a un petit goût mentholé à la fin. Très aromatique. Oui, très fort et très, très mentholé à la fin. Et après, on termine par une dernière transhumance qui est sur le miel de tournesol, ce que nous faisons à l'heure actuelle. Donc là, il a un grain très gros en fait. Il va vite cristalliser et un grain très très gros.
Et enfin, on termine sur le miel de toute fleur. C'est des hausses qu'on ne sait pas trop où elles ont été. Donc, dans le doute, on le classe dans du miel de toute fleur que nous faisons en fin de saison. On en prend aussi dans les corps de ruche. Oui. Parce aussi. qu'on renouvelle systématiquement l'intérieur des corps de ruche. Parce que là où sont développés, là où la reine pond, donc on permue tout le temps ces cadres-là. Et si par malheur, dans un cadre qu'on a mis cette année, automatiquement elles ont bloqué en miel, c'est-à-dire elles ont mis directement du miel dedans, la reine elle n'a pas le temps de pondre. Donc ça, on va le récupérer nous. Si la reine avait commencé à pondre dedans, on n'y touche pas. Ce cadre-là, on va peut-être, pour l'an prochain, on va peut-être le mettre au congélateur pour développer des essaims. Mais si elle a pas eu si pour nous elle n'a pas eu le bonheur de mettre qui sont stockés en nourriture où il n'y a plus de ponte dedans, si on en a trop, on les met au congélateur pour développer les essaims l'année d'après. Mais dites-moi, là, vous avez fait allusion à des déplacements en direction des zones d'alimentation. Tout ça demande une manutention énorme. Si vous avez 100 ruches, vous devez passer l'été à déménager des ruches. Fallait venir la semaine prochaine. Oui. Bah oui, donc il faut s'équiper. Donc on a des moyens. Soit la main, soit la brouette. Et soit la grue. On l'attend la grue. Demain elle arrive. C'est pour ça je disais la semaine prochaine. Il vous arrive de déménager plusieurs dizaines de ruches. Ah oui. Oui. Bon, on le fait pas une seule fois, mais bon, il y a pas longtemps, on en a brassé 80 en 3-4 voyages, quoi. Donc, c'est-à-dire, on commence le soir, le lendemain matin, dans la semaine, il y a une nuit, on a eu 4 heures de sommeil, on s'est couché à minuit, on est reparti à 4 heures le lendemain matin. Il faut aller les chercher à la Walson, ça fait des kilomètres. Après, vous les laissez jusqu'à ce que la floraison soit terminée. Tout à fait. Si par bonheur, il y a une autre floraison encore qui est intéressante derrière, on va les laisser, on ne les touchera pas. Autrement, on va là maintenant, on arrive à l'automne, on va les ramener sur nos ruchers d'hivernage pour les préparer tranquillement aux conditions d'hiver, à redynamiser la ponte à l'intérieur de la ruche à partir du 15 août. Et après, donc voilà, là, ça va rouler. La récolte du miel, vous la faites à quel moment ? Dès que la floraison de chaque récolte, de chaque plante qui nous intéresse, dès qu'on arrive à la fin, on voit pour récupérer nos hausses. Ça, c'est systématique, c'est comme ça. Là aussi, c'est tout un travail de manutention. C'est lourd. C'est lourd. Physique. Et donc, c'est physique, effectivement. Donc, on récolte, quoi. On ne se pose pas de questions. Voilà. On va revenir vers la dame qui est chargée de la gestion, qui va nous dire un petit peu comment vous commercialisez toute votre production. Alors, on commercialise de plusieurs manières. D'abord, on a des marchés réguliers. Un le samedi matin dans un quartier d'Angoulême, à Saint-Cybard, les samedis matins. Après, nous avons Roumazières, donc tout l'été, en juillet ou tous les dimanches. Pour le reste de l'année, c'est un dimanche sur 2. Tout l'été, les lundis matins, nous avons aussi une visite de la miellerie, où tout le monde peut venir le matin découvrir un petit peu notre métier. Après, à cela, j'ai quelques manifestations spécifiques, quelques brocantes où je vais depuis de longues années. Donc, sur cette manifestation, donc, j'ai des personnes qui savent que je suis ici. Et quelques manifestations aussi typiques miel, vente de miel, comme Maisonnay-sur-Tardoire et puis Émoutier, la tricherie. Des foires, voilà. Sinon, après, j'ai la vente aussi à la maison, les personnes viennent, voilà. À cela, s'ajoute, donc, j'ai des intermédiaires, ce que j'appelle des intermédiaires, c'est des supermarchés du coin. Donc, j'ai le Leclerc La Rochefoucauld, j'ai Intermarché Montbron, Intermarché Ruelle, Intermarché Montbron. Donc là, vous êtes en train d'investir la grande distribution, en commençant par la région. Parce que j'ai quand même une centaine de ruches, donc il faut quand même que je vende mon miel, hein, quand même. Donc les marchés ne me suffisent pas, donc il faut que je trouve d'autres moyens de vente. Et là, si ça n'est pas indiscret, vous êtes satisfaite de la proportion de la récolte que vous vendez, ou vous vendez la totalité, ou il y a trop de demandes Malheureusement, il y a trop de demandes. Ah oui. J'appréhende toujours la fin de la saison qui, pour moi, se trouve entre janvier et avril, parce que nous, on ne produit plus à ce moment-là, et mes stocks diminuent très, 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 très vite. Mais bon, les gens le comprennent bien, c'est ce qui est bien. Il y a une saisonnalité dans les achats de miel ? Oui, beaucoup plus à partir d'octobre. Beaucoup plus de ventes, j'allais dire d'octobre jusqu'à février. Voilà, là on a une plus grosse vente à cette période-là.
Je voudrais terminer, mais j'aurais voulu vous demander si vous aviez d'autres préoccupations. Mais j'ai l'impression que votre vie entière est consacrée à l'abeille et au miel. Vous arrivez à trouver le temps de faire autre chose? Non, on a plein d'envies, mais on n'a aucun moment pour les réaliser. Voilà. Donc, en conclusion, vous êtes des apiculteurs heureux? Ah oui, très bien. Oui, franchement, ouais. On espère aussi que les gens qui nous ont fait confiance depuis des années continuent à nous faire confiance pendant encore 20 ans. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci. En vous remerciant beaucoup de tout Merci. ce que vous nous avez apporté. C'est nous. Merci, c'est nous. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.